Le match dans le match reçoit ce soir un tennisman qui représente fièrement les couleurs de Monaco, finaliste de l'Open d'Australie en double en 2023, membre de l'équipe de Coupe Davis depuis 2019. Hugo Nice est notre invité ce soir. Bonsoir Hugo. Bonsoir, merci pour l'invitation. Comment ça va ? Ça va plutôt pas mal, en forme. Hugo, on va profiter de cet entretien pour revenir sur votre parcours tennistique. Le tennis, ça a commencé à quel âge ? Très tôt. J'ai un papa prof de tennis et donc dès que j'ai eu l'âge de tenir sur mes jambes, j'étais dans un club. Donc à 2-3 ans, j'ai commencé le tennis. Ouais. Est-ce que plus jeune, il y a eu d'autres sports que le tennis ? Alors oui, je me suis essayé au foot, ça n'a pas duré plus d'un mois. J'ai vite compris que c'était pas pour moi. Et j'ai fait un petit peu d'aviron, mais c'était un peu dans le cadre de la préparation physique. Mais sinon, non, c'est clairement le tennis qui a été le fil rouge. Est-ce qu'il y avait des idoles quand vous étiez plus jeune ? Oui, André Agassi et Roger, évidemment. Pour ça, le revers à une main ? Non, c'est pour mon papa. Je pense qu'il y avait un revers à une main. J'ai voulu mimer ce que faisait mon père. Mais oui, après l'inspiration de Roger, c'est sûr que toute ma vie, j'ai essayé de courir après ça. Vous êtes donc né à Évian-les-Bains, mais vous connaissez bien la Côte d'Azur. La première fois que vous arrivez ici, c'est en 2010 à Sofia Antipolis. C'est bien ça, 2010 ? C'est ça, fin 2010 que j'ai pris toutes mes affaires et que je suis descendu dans le sud. Comment vous vous êtes retrouvé sur la côte ? Je cherchais, vers 18 ans, un centre d'entraînement voilà, pour vraiment m'entraîner avec des joueurs de haut niveau. Ce n'était pas le cas là où j'habitais. Et il se trouve que voilà, j'ai trouvé un bon groupe d'entraînement à l'époque à l'ISP Academy à Sofia Antipolis. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu ici. Est-ce que vous vous souvenez de votre tout premier match sur le circuit principal en simple ? Oui, alors le tout premier match sur le circuit principal, c'était une qualif de Futur à Saint-Gervais, en Haute-Savoie, qu'on n'avait même pas pu jouer à Saint-Gervais parce qu'il avait plu, donc j'avais joué à 1 heure de là. Enfin bref, c'était un peu chaotique et j'avais perdu contre un Chilien qui n'était pas classé. Juan Milanano, si j'ai bien fait mon travail. Exactement, j'avais perdu contre Juan Milanano au tennis club de Saint-Didier en Haute-Savoie, pas du tout sur le lieu du tournoi. Et j'avais l'impression d'avoir mis un pied dans la cour des grands et en fait j'avais pris une belle leçon ce jour-là. Et votre premier match dans un grand tableau sur un tournoi Futur, c'est à Saint-Gervais, toujours, en 2010, exactement. Contre un Italien cette fois. Et je me souviens plus de son nom. Andrea Falgheri. Falgheri, que j'avais perdu 4-4, un truc comme ça, non ? En 2-7 accrochés. Ouais, voilà. Pareil, dans ma tête, j'avais pris une belle leçon aussi, mais ouais, c'est vrai que c'était mes premiers pas, ça me paraît un peu loin maintenant. Et votre tout premier point ATP ? Ça, je m'en souviens, c'était contre Romain Sichez à Bagnoles-de-l'Orne en 2011. Sur terre battue intérieure, 7-5 au 3e. Je finis par un ace, je m'en souviendrai longtemps. Bonne mémoire. Ça doit faire quelque chose de remporter son tout premier point ATP quand on est jeune comme ça. Oui, ça fait quelque chose. Après, on se rend compte très vite que c'est le début d'une très 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 longue route vers le très haut niveau. Un point ATP, c'est fabuleux. Maintenant, ça représente pas grand-chose à l'échelle d'une carrière, mais c'était une étape par laquelle il fallait passer. Et c'est pour ça que je m'en souviens aussi bien. En double, vous faites parler de vous, notamment en 2017, quand vous atteignez les demi-finales ici, au Rolex Monte Carlo Masters, aux côtés de Romain Arnaudot. Elle représente quoi, cette semaine, pour vous ? Alors oui, cette semaine avec Romain en 2017, avec la wildcard, notre première demi-finale en Masters 1000, ça représente un petit peu le moment où j'ai décidé de me spécialiser en double, parce que ça m'a propulsé dans les 100 meilleurs du monde. Et à partir de là, j'ai décidé de changer un peu mes objectifs et de passer sur une carrière de joueur de double avec des objectifs très élevés. J'avais accès au plus grand tournoi du monde, enfin, alors qu'avec mon classement de simple, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc j'ai décidé de jouer cette carte à fond et de faire les grands chelems, les Masters 1000, et voilà. C'est impossible aujourd'hui de concilier simple et double ? Si, c'est possible maintenant. À l'époque, mes 2 classements étaient éloignés, donc j'étais obligé de faire les circuits futurs en simple et challenger, alors qu'en double, je pouvais faire les grands tournois. Donc il fallait choisir, parce que là, je ne pouvais pas combiner. Et c'est possible de le faire. Maintenant, c'est pas facile. il faut bien s'accrocher. Et voilà, moi, je me suis lancé à fond uniquement sur le double, tout en continuant à rester compétitif pour le simple. J'ai fait quand même pas mal de tournois,
notamment en 2019 où j'étais remonté un petit peu au classement. Tout ça aussi pour rester compétitif pour la Coupe Davis où je suis amené à peut-être encore en rejouer quelques-uns. On va en reparler de la Coupe Davis un peu plus tard. Quelques semaines après cette demi-finale au Rolex Monte Carlo Masters, vous intégrez le top 100 après un très beau parcours à Wimbledon aux côtés d'Antonio Sancic. Vous atteignez les 8e de finale en sortant des qualifs. Et là, ça y est, vous cassez cette barre mythique du top 100. Exactement, voilà. C'était pas juste après Monte Carlo. C'est vrai que c'était après Wimbledon. C'est la première fois que je mettais le pied sur gazon. J'étais comme un gamin et on avait fait qualifier 8e de finale, c'est vrai. Et donc là, je crois que je rentre dans les 90 même, et j'ai accès. 88, voilà, exactement. 88, et j'ai accès au Grand Chelem. Alors oui, je brise la barre des 100. Mon rêve avait été de briser la barre des 100 en tant que joueur de simple, donc je l'ai fait en tant que joueur de double. Ça m'a pas fait le même effet que si je l'avais fait en simple, mais bon, j'avais conscience aussi que je passais dans une autre dimension au niveau des tournois, et ça me plaisait beaucoup, et c'était quelque chose que je visais depuis que j'étais tout petit. Ouais. On continue d'avancer dans le temps pour se retrouver en 2019, année durant laquelle vous jouez pour la première fois en Coupe Davis pour Monaco contre le Luxembourg. Qu'est-ce que ça fait d'entrer sur le court pour un match de Coupe Davis? C'est une compétition mythique. Oui, c'était mythique. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur cette première rencontre parce que j'étais malade toute la semaine et donc j'ai pas pu honorer même la première sélection que j'aurais dû avoir. Et contre le Luxembourg, je rentre sur le court donc avec Balou, il me semble. Hein, c'est ça en double, pour un double qui ne comptait pas, je crois, parce qu'on avait gagné 2-0 en simple. Et c'était incroyable. J'ai attendu longtemps avant de pouvoir enfin représenter la principauté. Et c'était beaucoup de fierté ce jour-là. Et en plus avec Balou, qui est peut-être pas loin du record, je crois. Il est record de victoire, peut-être pas de sélection encore. Non. Je crois que c'est son père. Son papa, ouais. Il court après et il va pas tarder à le battre. Mais voilà, une immense fierté et toutes ces années depuis, c'est toujours la même chose. Plus jeune, c'est une compétition qui vous faisait rêver, la Coupe Davis? Oui, complètement. Je me souviens de 3-4 fois par an être devant la télé, devant les rencontres de Coupe Davis, les finales, tout ça. C'est vraiment une compétition qui fait rêver, qui a un peu changé. Pas pour le mieux, je trouve, sur le format, mais qui reste mythique, quoi, et qu'on a envie de jouer jusqu'à la fin de notre carrière. Lors de cette même saison 2019, vous remportez votre premier titre sur le circuit ATP. C'est du côté du Mexique, à Los Cabos, avec Romain Arneodo. Ça fait quoi de remporter son premier titre sur le circuit? Avec Romain, on a gagné notre premier titre ensemble. C'était pareil, ça reste un souvenir incroyable. Parce qu'on avait gagné en plus dans un scénario de match en finale assez fou, 16-14 super tie-break en se faisant 3 balles de match contre des gros joueurs. Ça restera à jamais notre premier titre ATP, donc forcément c'est un des plus beaux. Et c'était du bonheur, c'était cool, surtout de le gagner ensemble. Voilà, c'était vraiment, quand je vois ces photos, c'était un super souvenir. Ça me paraissait pas si loin maintenant, ça fait quand même 6 ans bientôt. Vous avez changé tous les deux depuis, hein? Non, la barbe un peu peut-être, mais c'était un sacré moment. On continue ces petits sauts dans le temps pour se retrouver en 2023. Maintenant, on est à Melbourne. Vous réalisez un parcours exceptionnel, cette fois aux côtés de Jan Zielinski, en atteignant la finale. Ça a été une surprise pour vous d'atteindre cette finale? Alors, j'étais un peu triste. Une surprise, oui et non. Ça a toujours été mon objectif. Voilà, quand en 2017, je me suis mis au double, c'était vraiment l'objectif, c'était de gagner un Grand Chelem. Enfin, dans un premier temps, et puis voilà, cette finale, elle arrive après 7-8 mois de collaboration, où on est monté en puissance, et en fait, oui, on n'est jamais prêt, entre guillemets, à jouer sa première finale, donc c'était pas facile, mais bon, on pensait vraiment qu'on pouvait la gagner, et c'est pour ça que je suis aussi triste sur cette photo, c'est que c'était très très dur de la perdre, mais voilà, c'est aussi ce qui nous a permis de voir que on avait le niveau, que maintenant c'était à nous de gagner ce genre de tournoi, et je cours toujours après. Vous étiez comment au moment d'entrer sur le court, juste avant de disputer cette finale? C'était en fait, les 48 heures qui ont précédé la finale étaient un peu longues parce qu'on a justement 48 heures, et il y a pas mal de temps pour qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête. Il faut bien rester au présent. C'était assez stressant, j'ai vécu 2 jours assez anxiogènes.
Mais en même temps, c'était du bonheur de préparer un tel événement, quoi. Donc moi, plus on approchait du match, plus c'était facile, entre guillemets, dans mon corps et dans ma tête. Et sur le match, j'étais bien, quoi. J'ai quand même profité du moment, tout en étant à fond dans le match. On n'a pas joué comme on l'aurait voulu, mais je suis assez content de ma capacité ce jour-là à bien jouer au tennis, malgré tout l'enjeu. Même si c'est une finale de Grand Chelem, on arrive à garder sa routine. On sait que tous les joueurs ont leur routine. Il faut surtout la garder. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est ce qui fait du bien. bien. Oui, mais entre le dire et le faire. Entre le dire et le faire, voilà, c'est dur. Moi, faire mes routines, c'était pas ce qui est le plus compliqué. Ce qui est le plus compliqué, c'était de rester au présent, en fait, tout le temps, et de pas penser à ce qui se passerait en cas de victoire, en cas de défaite, etc. Et ça, pendant 48 heures, c'est pas facile, parce que le cerveau du petit enfant qui joue depuis qu'il a 3 ans et qui rêve de ça, quand il sait que dans 2 jours, il joue pour son rêve, ça cogite un petit peu. Quand est-ce que la déception d'une défaite en finale, on le voit, là il y a eu des larmes, laisse place à la fierté, la satisfaction d'avoir pris part à un tel événement? Sincèrement, la déception d'avoir perdu en finale, elle est toujours là. J'ai toujours un peu mal au cœur quand j'y repense. Mais assez rapidement, dès le lendemain, j'étais aussi fier d'avoir fait ce que j'avais fait et d'avoir mine de rien, ce statut de finaliste en Grand Chelem qui est pas donné à tout le monde. Donc voilà, ça me piquera toujours. C'est sûr que si j'en gagne un, ça me fera peut-être un peu moins mal. Mais voilà, j'ai un mélange de fierté et de tristesse qui est, je pense, assez naturel sur ce genre d'événement. Et en atteignant la finale de l'Open d'Australie, est-ce qu'il y a quelque chose qui se débloque dans votre tête et vous vous dites « je peux le faire, je peux aller au bout d'un Grand Chelem » ? Oui, clairement. J'en étais assez persuadé. Maintenant, quand tu l'as fait une fois, que tu as été à ce match où tu peux gagner le Grand Chelem, voilà, tu sais que c'est possible, tu sais que tu es capable de battre tout le monde. Donc ça fait du bien, même si c'était douloureux de perdre. Mais c'était génial d'avoir cette expérience. Lors de cette même année 2023, vous remportez votre premier titre en Masters 1000, toujours aux côtés de Jan Zielinski. On est du côté de Rome. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière, ce titre à Rome, avec cette petite glissade? Les gens vont pas comprendre là ce qui s'est passé. Ouais, c'est au niveau le jour de la remise des prix. Enfin, on a gagné le match. Il y avait un nuage très très noir au-dessus de nous et on gagne 7-5, 6-1. Heureusement, on termine rapidement et 2 minutes après le match, il tombait des trompes d'eau. Donc la remise des prix, on n'a même presque pas pu la démarrer. Ils ont juste eu le temps de nous donner le trophée. Et en final, la vraie remise des prix, on l'a fait dans le vestiaire juste après. Donc c'était assez sympa. Mais pour revenir à votre question, est-ce que c'est mon plus beau souvenir de victoire? Oui, parce que c'était un Masters 1000, donc pareil, c'est arrivé 3 mois après l'Open d'Australie, et c'était un magnifique souvenir qu'on n'a pas pu vraiment fêter parce qu'il a fallu encore enchaîner sur un autre tournoi, donc on n'a pas vraiment on n'a pas trop marqué le coup, mais c'était une semaine incroyable. J'ai probablement, pour l'instant, joué mon meilleur niveau sur cette semaine-là, je pense. Et voilà, c'était top. Ça m'a fait du bien aussi de gagner un grand tournoi comme ça, peu de temps après avoir perdu en finale de l'Open d'Australie. Quel est le tournoi qui vous fait le plus rêver? Alors, Monte Carlo, évidemment. D'autant plus maintenant que je vois que c'est vraiment possible de gagner grâce à Romain. Monte Carlo est vraiment tout en haut de ma liste avec, si possible, un tournoi du Grand Chelem à côté. Peu importe. Peu importe lequel, s'il y en avait un à choisir dans les 4? Non, s'il y en avait un, Roland Garros et Wimbledon. Voilà, à égalité, parce que Roland Garros, c'est sur terre battue, c'est un tournoi qui me fait rêver, où j'allais quand j'étais tout petit. Et Wimbledon, parce que c'est le temple et l'histoire du tennis qui s'est écrit là-bas. Voilà. L'an dernier, vous avez remporté pour la première fois un simple en Coupe Davis. C'était du côté du Maroc. Encore un beau moment dont vous vous souviendrez longtemps? Oui, j'avais la pression. J'avais la pression. Car j'avais perdu un fameux match, d'ailleurs, en Grèce en 2019, décisif. Enfin, qui aurait pu être décisif. Donc j'avais à cœur de gagner ce match, surtout que j'avais pas joué depuis un moment, en simple. Et donc j'ai réussi, heureusement, à rapporter ce premier point. C'était super. Ensuite, Romain a fini le travail. Enfin,
il a gagné son simple aussi. On a vous fini avez le travail en double, ensemble. donc c'était génial. Alors vraiment ravi. Malheureusement, on n'a pas refait la même contre le Portugal, mais compte bien faire le même tour de passe-passe contre Chypre. Oui, ça sera en septembre. Il y a quelque chose, il y a une magie, en quelque sorte, qui s'est opérée au Maroc. Il y a eu le forfait de Lucas, puis celui de Valentin. Benjamin qui est venu dépanner. Finalement, c'est vous et Romain qui jouez ensemble. Et vous arrivez tous les deux à vous sublimer. Oui, à nous sublimer. En tout cas, on a été prévenu assez tôt qu'on allait devoir jouer ensemble. Donc il a fallu se préparer. On a adapté l'entraînement. Je pense qu'on a fait du bon boulot avec les entraîneurs. Et voilà, on a prouvé aussi qu'on était une équipe soudée, capable de réagir, à faire face aux difficultés, parce que oui, on n'avait ni Val ni Lucas. Donc voilà, là on a récupéré notre Val, qui est pas loin de retrouver son meilleur niveau. Lucas, il est sur le chemin de la guérison, on espère tous qu'il sera prêt. En tout cas, il fait tout pour. Donc voilà, ce jour-là, on a encore plus, s'il y avait besoin, je ne pense pas qu'il y avait besoin, mais on a encore plus renforcé cet esprit d'équipe et cette cohésion, et ça nous fait du bien. On va pouvoir s'appuyer sur ça dans le futur. Depuis le début de la saison, vous avez un nouveau partenaire, Édouard Roger Vasselin. Comment elle est née, cette association ? Elle est née, moi j'étais arrivé un peu au bout d'un truc avec Yann, et Édouard cherchait un partenaire. Voilà, ça s'est fait assez naturellement en fait. On voulait, moi j'étais donc top 30 à la fin de l'année. J'avais à cœur aussi de faire tous les Masters 1000, et pour ça il fallait que je joue avec un joueur qui était top 30 aussi. Et voilà, c'est un des joueurs qui cherchait. On est assez complémentaires. C'était assez naturel. En début de saison, il y a Riley Opelka qui a eu des propos peu élogieux envers les joueurs de double, en disant que c'était finalement des joueurs de simple à rater, pour reprendre ses propos. Vous, comment vous les avez accueillis, ces déclarations ? Je trouve que c'était de la méchanceté un peu gratuite. Après, le débat sur le double, il est assez vaste. Je trouve que Opelka, voilà, je trouve qu'il a été un petit peu dur, il est un peu agressif sur le sujet, alors que la plupart des joueurs de double, en tout cas, on essaie d'être plutôt constructifs, nous, et de trouver des solutions. Il n'a jamais été question, en plus, de demander plus de choses en tant que joueur de double. En fait, on se trompe un peu de débat, surtout quand on écoute Riley parler, parce que on a l'impression, dans ce qu'il dit, qu'on est là et qu'on grappille des choses en plus, alors qu'en fait pas du tout. Nous, le double, on demande à continuer d'exister, à continuer d'avoir ce partage qui est... c'est un peu des détails, mais par rapport au prize money qui est de 80-20 à peu près, par rapport au bonus, tout ça, machin. Et voilà, lui, il voudrait éradiquer le double. Je sais pas ce qu'il a, il s'est levé un matin, mais bon, je trouve que c'est pas du tout constructif, donc j'essaie de pas trop faire attention à lui. Il faut surtout pas lui donner trop d'importance, parce que ça serait mettre en avant ses propos qui sont... Vous en avez parlé entre les joueurs dans le vestiaire ? Bien sûr, oui, parce que c'était une vraie attaque. C'était une vraie attaque. Maintenant, voilà, on s'est tous dit un peu la même chose. C'est tellement gratuit et pas constructif qu'il n'y a pas du tout... ça sert à rien, à part réagir un peu à chaud sur le moment, comme certains l'ont fait. Je pense que c'est normal, c'est humain. Il faut pas trop lui mettre de lumière sur ses propos à lui qui sont inutiles. On va se projeter un petit peu maintenant. Hugo, quels vont être vos objectifs pour la suite de la saison ? Alors pour la suite de la saison, moi je cours après une victoire en Grand Chelem. Donc en ce moment c'est un peu plus dur. On a Édouard qui a un peu diminué. J'espère qu'il va revenir bientôt. Comme c'est pas l'idéal en ce moment, je cours après des victoires et qui puissent s'enchaîner le plus possible. J'aimerais aussi me qualifier pour le Masters. Ça fait 2 années que je suis aux portes du Masters. Voilà, c'est toujours mes objectifs, c'est de rester en forme physiquement, de gagner un Grand Chelem, et sur le plan collectif, on a une rencontre à Chypre en Coupe Davis qui est de nouveau décisive pour remonter dans le groupe 1. Donc voilà, c'est les quelques objectifs pas si simples.
pour cette année. On suivra tout ça avec attention, bien sûr, sur TV Monaco. Merci beaucoup. Okay, merci à vous. Hugo, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.